Le thème de l'histoire n'est pas un thème simple et comment on peut manipuler, transformer, retransformer, c'est un peu comme une émission avec un ordinateur. On a trois choses qui se définissent, donc on a l'histoire, donc la science historique, on a la mémoire et on a encore la propagande. Alors, on va recadrer ça, on va essayer de faire trois rapides présentations de la part des deux invités de ce qu'ils ressentent à ce propos, pour bien que les auditeurs se rendent compte que trois mots ont des notions différentes, mais que justement, l'habileté de la communication consiste à faire un cocktail de tout cela pour influencer l'auditorat ou le public ou des individus. Monsieur Gauger, tout d'abord ? Eh bien, moi, je me réfère à ce que Taine disait à propos de la nation. Et à propos de nation, d'ailleurs, il réfléchissait aussi, d'ailleurs, cela est sous-jacent, à la notion de communauté politique. Et pour lui, finalement, la nation était un plébiscite permanent de citoyens qui acceptaient d'avoir la même histoire. Et donc, finalement, le fait de faire de l'histoire est très important pour tout un chacun, parce qu'elle lui permet de revérifier constamment son appartenance au groupe qui l'entoure. C'est-à-dire qu'à partir du moment où l'on n'accepte plus de partager la même histoire que les contemporains que l'on côtoie, ou à partir du moment où on n'a plus envie d'opposer une contre-histoire, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on ne s'inscrit plus dans l'histoire du groupe, ou à partir du moment où on ne cherche plus à dialoguer avec cette histoire du groupe, eh bien il faut prendre la valise de l'émigrant et traverser l'Atlantique, puisque c'est très à la mode en ce moment, d'après le cinéma, enfin le traverser un peu mieux que sur le Titanic, ou bien partir en anachorète, c'est-à-dire en ermite, au fond de son désert ou au haut de sa montagne. C'est-à-dire que l'histoire participe de la socialisation de l'individu. Et même les petits-enfants qui sont à l'école maternelle ou qui sont à la crèche se construisent leur propre histoire, communient à une même histoire anecdotique qu'ils se fabriquent et à partir de ce moment-là se perçoivent en tant que groupe. Et donc l'histoire en tant que science apprend à chacun à identifier son vécu au vécu du groupe et également à échanger des messages entre donc ce vécu collectif et le vécu personnel. L'histoire participe énormément de la sociabilisation de l'homme et c'est pourquoi c'est l'une des sciences de l'homme qui sont parmi les plus centrales, peut-être sans doute avec la philosophie, ou encore avec certaines formes de littérature, parce qu'on peut se demander d'ailleurs si la littérature ne sert pas de relais, si vous voulez. Quand l'histoire a tout dit, il y a peut-être un certain nombre d'émotions qui sont au-delà du scientifique et qui à ce moment-là sont du domaine du poétique et du littéraire. Mais vous voyez que finalement, à travers ce que je dis là, eh bien, je démontre que les sciences humaines et les lettres, au-delà de la sphère sciences humaines, participent de l'échange et permettent finalement de partager une même culture et de se sentir à l'aise dans un groupe parce qu'on est acculturé à ce groupe. Est-il utile d'enseigner l'histoire et comment ne pas tomber dans le piège du subtil cocktail devoir de mémoire, histoire, propagande ? Alors évidemment, je ne souscris pas à l'affirmation de Valérie disant que l'histoire est inutile et dangereuse. Est-ce que l'on ne doit pas faire de l'histoire sous prétexte que celle-ci ne représente pas la vérité universelle ? Déjà, il faut se rendre compte que cette vérité universelle n'existe pas. Et l'avantage de l'histoire, finalement, c'est qu'elle présente la vérité d'un instant, elle présente la vérité d'une période. Et de ce point de vue-là, l'histoire est extrêmement nécessaire, puisque elle est encadrée dans une société donc avec ses valeurs, et bien l'histoire présente cette parcelle de vérité. Et elle a l'avantage au niveau intellectuel
de faire jaillir un petit peu la réflexion. Parce que justement, lorsque dans 200 ans, on retravaillera sur cette fameuse guerre du Golfe, dont on a parlé tout à l'heure, puis on aura de multiples interprétations historiques. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a une branche de l'histoire qui s'occupe de faire l'histoire de l'histoire. Comment est-ce qu'on fait l'histoire aux différentes périodes? Eh bien, ça permet de remettre en place ces mentalités, et ces schémas de pensée, et ça participe en même temps à la recherche historique. Donc finalement, il y a un processus de recherche qui est toujours là et qui est toujours renouvelé, qui participe toujours à ce doute, à cette confrontation, et c'est du doute que jaillit la lumière, donc c'est toujours aussi nécessaire. Une seconde conclusion, on était à la première partie. Alors justement, l'histoire, c'est quelque chose de magnifique, mais de la manière dont on l'utilise, il y a peut-être certains problèmes, surtout à l'heure actuelle. Alors Monsieur Gauger, qu'auriez-vous à dire aux apprentis sorciers qui utilisent l'histoire comme un instrument de propagande, de politique, pour faire rentrer des opinions qui ne sont pas forcément les meilleures, ou travestir l'histoire pour sécréter des endorphines dans la mémoire des citoyens? Bien, quand de toute façon la falsification est trop importante, elle ne cible qu'une partie du marché historique. C'est-à-dire que nous avons en France, et notamment à travers le système éducatif, une tradition de formation à la critique historique. Même si sur le système éducatif, on pourrait émettre certains reproches. Par exemple, dans le programme de 4e des collèges, il y a une partie de saute-mouton entre le XVIIe siècle, qui est un siècle assez noir, et la Révolution française, ce qui tend à faire entrer dans la tête des élèves le fait qu'un siècle noir, qui constitue un tourbillon un peu pour la royauté, se trouverait responsable de la Révolution. Autrement dit, c'est parce que la royauté a été incapable qu'elle a été renversée par la Révolution. Or, précisément, c'est pas ça du tout. La royauté a considérablement amélioré ses méthodes de gestion au XVIIIe siècle, et c'est sans doute à cause de cela qu'elle a été victime de la Révolution. Parce qu'améliorant sa gestion, elle a également ouvert un espace politique, et que c'est cet espace politique qui a produit la Révolution. Donc vous voyez, le système éducatif lui-même n'est pas exempt de falsification. Comme quoi, finalement, nous sommes tous quelque part peut-être des pécheurs. Il faut peut-être faire très attention et en revenir toujours à la notion d'honnêteté que je fixais au départ. Je crois que c'est la ligne à ne pas perdre, parce que tout un chacun commet parfois des maladresses ou des erreurs par rapport à ce qui est travestissement ou non travestissement de l'histoire. Il y a aussi des travestissements d'ailleurs qui peuvent relever de la simple ignorance historique. Mais enfin, ça, je n'en parlerai pas. Donc, globalement, le système éducatif forme les jeunes à la critique historique. Et à partir de ce moment-là, les jeunes sont capables, les jeunes qui deviennent des adultes et des citoyens, sont capables de peser le pour et le contre, ce qui finalement était l'objectif fondamental de nos philosophes du XVIIIe siècle, apprendre aux citoyens à peser le pour et le contre. C'est d'ailleurs ce qui différencie le citoyen fondamentalement du sujet. Le sujet obéit aux ordres du roi, puisque le roi est le représentant de Dieu le Père sur terre. Le citoyen pèse le pour et le contre. Et à partir de ce moment-là, quand le message politique ou le message historique devient trop outrancier, eh bien, il ne satisfait que ceux qui ont besoin d'outrance. C'est-à-dire ceux qui, pour des raisons bien précises, n'ont plus envie de peser le pour et le contre. Par exemple, ceux que notre société désespère à un point tel qu'ils ont l'impression que la citoyenneté ne sert plus à grand-chose pour améliorer leur sort. Alors voilà, ceux-là sont tout à fait prêts à recevoir un message tronqué ou truqué, parce que, comme le disait Damien, dans leur détresse, ils ont besoin de certitude. Et si donc la machine à réfléchir que produit le système éducatif où la République n'est pas capable d'apporter des réponses satisfaisantes, eh bien voilà des brebis égarées qui sont prêtes pour n'importe quel discours. On retombe dans le scénario Brüning avec ses chômeurs et ses extrêmes qui s'envolent. Il y a certaines périodes historiques
qui sont plus propices à la falsification que d'autres. C'est-à-dire que quand, dans la collectivité, une marge plus ou moins importante vit la vie de façon stressante, en l'apercevant comme une injustice ou en ayant le sentiment d'être laissé pour compte et de ne plus pouvoir peser sur sa vie, à ce moment-là, la porte est ouverte pour toutes les manipulations. Au contraire, quand le système collectif régule de la manière la plus optimale qui soit, encore un idéal des Lumières, le siècle des Lumières, avec les philosophes, a mis en avant la nécessité de réguler au maximum la vie sociale pour la satisfaction des besoins du plus grand nombre. Eh bien, quand ce système-là, qui est à la base finalement de la démocratie politique n'est que la résultante ou qu'un des moyens de cet idéal des Lumières, qui est de fabriquer un citoyen heureux de vivre, eh bien, quand la base de ce système ne fonctionne plus et que des citoyens se sentent malheureux et enfoncés dans le malheur, eh bien, ils ont tendance à jeter le bébé avec l'eau du bain, et effectivement, la falsification devient plus facile, mais inversement, dans les phases d'embellie, comme lors des 30 glorieuses en Europe occidentale, eh bien, à ce moment-là, les falsifications se font peut-être moins abondantes, puisque en jouant le jeu de la collectivité et de l'échange, du dialogue et de la socialisation, on trouve son compte. Donc, vous voyez, je disais que le fait d'approcher l'histoire de façon suffisamment critique était une forme peut-être de socialisation. Eh bien, quand la socialisation fonctionne bien, on a la somme des individus du groupe qui réfléchit de manière moins passionnée à l'histoire, et quand la machine à socialiser fonctionne moins bien, eh bien, il est évident que les laissés pour compte, parce qu'ils rompent le dialogue, et parce que de toute façon, ils l'auraient sans doute rompu, eh bien, ont tendance à aller vers une histoire moins tolérante, vers une histoire qu'ils se fabriquent pour se forger un mythe de combattant, et de combattant contre une situation qu'ils perçoivent comme étant insupportable. Donc je crois que Damien a tout à fait raison de dire qu'il y a des périodes pour l'histoire lucide ou pour l'histoire falsifiée. Damien, je crois qu'on va conclure avec vous. Alors, position. Bon, eh bien, comme l'a dit Jean-Marcel Gauger, le primat, c'est l'honnêteté, l'éthique personnelle du chercheur. Il est vrai, on a des exemples encore récemment de réutilisation d'une histoire falsifiée. C'est vrai qu'on voit notamment des mouvements politiques. Et je vais prendre le cas par exemple des régionalistes qui recréent justement une histoire en fonction de leur objectif finalement. Et le problème sera toujours là dans la recherche historique. Est-ce que l'on travaille sans a priori ou est-ce que l'on veut démontrer quelque chose? Alors pour ce qui est de la vérité pure et absolue, je crois qu'il ne faut pas non plus sombrer dans le pessimisme le plus noir. La falsification ne dure jamais bien longtemps parce que encore une fois, il y a toujours la contradiction qui existe. Il y a toujours quelqu'un qui est là pour la porter. Une société, lorsqu'elle produit des débordements, eh bien le fait de connaître ces débordements permet de les réguler. Donc de ce point de vue-là, l'histoire évolue justement comme la société, ce qui fait que des personnages qui ont été extrêmement décriés reviennent au goût du jour. C'est quelque chose dont il faut être conscient et dont il faut se satisfaire, ni plus ni moins. Bien, messieurs, je vous remercie. J'espère que nous avons présenté à nos auditeurs une palette suffisamment lumineuse de tous les cas d'histoire et de manipulation de l'histoire. Pour plus de renseignements, je revois nos auditeurs justement à diverses revues qui traitent de l'histoire, et j'engage tout un chacun qui se sent citoyen ou qui ne s'y sent pas justement à rechercher dans l'histoire différents exemples pour qu'ils ne puissent pas tomber dans la dialectique habituelle. Merci messieurs, bonne soirée. Bonsoir. Bonsoir.